Sous un soleil de plomb, un garçon observe les oiseaux tournoyer au-dessus de lui. La fumée commence petit à petit à souiller le ciel azur. Cet instant suspendu n'aura pas duré longtemps, car à présent, les pas des mercenaires foulant le sol annoncent l'orage de la guerre. Les guerriers foncent à l'assaut de la forteresse et le combat commence à faire rage. Des centaines de victimes ont lieu des deux côtés. Mais bien que les mercenaires aient réussi à pénétrer dans le bâtiment, ils sont vite stoppés par Bazuzo, un redoutable combattant. Parmi les assaillants, personne n'ose aller le confronter ayant vu sa force dévastatrice. Personne sauf un jeune garçon défiant la mort depuis des années, Guts. Malgré une épée à la longueur démesurée, notre héros se déplace comme l'éclair et parvient à fissurer la hache de Bazuzo, chose qui lui assure la victoire contre le colosse lors du second échange. Bazuzo vaincu, Guts n'a alors aucune pitié à l'achever, faisant fuir les soldats adverses et mettant fin à cette bataille. Toutefois, cette démonstration de force venant de Guts ne manquera pas de marquer l'attention de l'investigateur de cette bataille, un certain Griffiths. Bien que Guts ait une force exceptionnelle, il est très jeune. Trop jeune pour être un mercenaire. Et cela s'explique par son terrible passé qui ne lui a laissé d'autre choix pour vivre que d'écumer les champs de bataille. Dans un paysage aride, avec pour seul décor un arbre pendu, une femme malgré son trépas parvient à donner la vie. Sortant du corps inerte de sa mère, Guts venait de naître. Seulement un bébé ne peut survivre seul bien longtemps. Par chance, une troupe de mercenaires qui se trouvait sur le chemin ont pris Guts avec eux sous la demande de Sis, la femme du chef des troupes. Mais, au bout de 3 ans, celle qui était devenue la mère adoptive de Guts fut touchée par la peste, ce qui lui causa une mort lente et douloureuse. Notre héros fut alors livré à Gambino et sa troupe de mercenaires, dans laquelle, malgré son très jeune âge, il devait assister aux batailles. Entraîné à l'épée par Gambino qui n'avait aucune pitié pour lui, Guts devait manier une lame beaucoup trop grande pour son âge et prenait bon nombre de raclées par celui qui était devenu son père de substitution. Le seul moment de répit de Guts était le soir, où il pouvait s'endormir en tenant son arme contre lui comme seul réconfort. Quelques années ont passé, et bien qu'il soit encore très jeune, il était temps pour Guts de prendre part à une véritable bataille, au cours de laquelle il dut défendre sa propre vie et prendre celle des autres. Ayant survécu malgré son jeune âge à ce tonnerre de fer et de sang, Guts s'empressa d'apporter sa récompense durement gagnée à Gambino. Sauf que, malgré ce geste, celui qu'il considérait comme son père n'eut aucun scrupule à le vendre pour une nuit au mercenaire Donovan. Bien que tentant de se débattre, Guts, une fois immobilisé, n'eut d'autre choix que de se laisser faire. Malgré ce qu'il venait de lui arriver, Guts avait toujours foi en Gambino, pensant qu'il ne l'avait pas vendu. Il décide donc de se venger de Donovan lors de la bataille suivante en l'abattant d'une flèche dans le dos. Seulement, une fois le combat terminé, Guts se rend compte que Gambino a été gravement blessé et a perdu une jambe, ce qui signifie pour lui ne plus pouvoir combattre. Notre héros mena donc bon nombre de batailles durant des années pour pouvoir subvenir aux besoins de Gambino. Mais un jour, le mercenaire persuadé que la cause de sa malchance était due à la naissance de Guts, il se rend dans la tente du jeune garçon complètement ivre muni d'une épée pour en finir. Celui que Guts considérait comme son père lui dit alors qu'il n'aurait jamais dû voir le jour, l'ayant toujours considéré comme un enfant maudit. De plus, il avoue bel et bien l'avoir vendu à Donovan cette terrible nuit pour 3 malheureuses pièces. Bien qu'en larmes et complètement brisé par ces révélations, Guts se défend instinctivement contre Gambino avec son épée, lui causant la mort comme par accident. Rapidement, le vacarme créé fait débouler d'autres mercenaires qui sont alors témoins du corps sans vie de Gambino. Guts, pour survivre, n'a d'autre choix que de fuir, avec la seule chose qui lui reste, son épée. Cependant, il est pourchassé par les autres mercenaires qui le criblent de flèches dans le dos, le faisant tomber dans un ravin et le laissant pour mort. À la lueur de la pleine lune, caressant son visage, Guts, bien que blessé, est toujours en vie. Ayant perdu tout ce qu'il avait et n'ayant plus aucune raison de vivre, il erre dans les plaines jusqu'à croiser le chemin d'une meute de loups affamés. Guts accepte donc son sort. Du moins, c'est ce qu'il croit avant que son corps ne réagisse instinctivement aux assauts, se débarrassant des prédateurs. Malgré une existence tragique jusque-là, Guts possède en lui une immense volonté de vivre. Ce n'est qu'après ces événements que notre héros écuma pendant des années les troupes de mercenaires, ne vivant que par l'épée jusqu'à ce jour. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'enfance de Guts, il est temps de revenir au vif du sujet avec la troupe du Faucon.
La troupe du Faucon menée par Griffiths, dont le regard a été attiré par Guts, n'a pas dit son dernier mot. Car quelques soldats après la bataille ont décidé de s'en prendre à Guts pour récupérer son butin. Malgré l'avertissement de leur supérieur nommé Casca, les soldats foncent sur Guts à cheval mais se font rapidement découper. Pour sauver ses troupes, Casca est obligée d'intervenir, mais même elle, malgré sa dextérité, n'arrive pas à tenir tête à Guts. C'est alors que Griffiths fait son entrée et déjoue la force de notre héros, avant de le faire s'écrouler d'un coup rapide comme l'éclair. Après cet affrontement, Guts reste inconscient pendant des jours où les fantômes de son passé sont revenus le hanter. À son réveil, Guts remarque une femme à ses côtés, qui n'est autre que Casca qui l'a réchauffé durant tout ce temps sur ordre de Griffiths car il avait perdu trop de sang. Si Griffiths a volontairement esquivé le cœur de Guts lors de leur affrontement, c'est car il veut que notre héros rejoigne la troupe du Faucon. Mais Guts n'étant pas de cet avis et voulant sa revanche, provoque Griffiths en duel. Un tonnerre d'acier a alors de nouveau lieu, montrant la supériorité technique de Griffiths qui taillade Guts jusqu'à se poser sur son épée lors d'une attaque. Tout le monde pense donc que Guts est vaincu, du moins jusqu'à ce qu'il saisisse l'épée de son rival par la bouche et tourne le duel vers un combat à main nue. Bien que notre héros ait pris l'avantage et roule Griffiths de coups, le chef de la troupe du Faucon parvient à lui saisir le bras et disloque son épaule, mettant définitivement fin à ce combat. Guts, ayant perdu, se résigne donc à se tenir sous les ordres de Griffiths. Bien que plusieurs membres de la troupe soient réticents à son égard, Guts, au fil du temps par sa force et sa témérité sur les champs de bataille, finit par obtenir la confiance de ses compagnons et mène à présent une petite troupe d'hommes. Respectés et appréciés, un soir de fête, Pipin et Judo viennent le chercher de force pour le faire profiter de la soirée avec eux. Peut-être qu'au sein de la troupe du Faucon, notre héros trouvera ce qu'il cherche, une nouvelle famille. Quoi qu'il en soit, le lendemain, lui et Griffiths, lors de leur toilette, entament une bataille d'eau dans laquelle ils joueront comme des gamins. Guts remarque alors l'étrange pendentif de Griffiths, arborant un terrifiant visage. Celui-ci lui explique donc que c'est une béélite, promettant un destin de conquérant à celui qui la porte. Et il lui faudra au moins ça, car l'objectif de Griffiths n'est autre que de posséder son propre pays. Et cela tombe bien, car la guerre centenaire entre le Midland et Tudor va pouvoir faire briller la troupe de mercenaires du Faucon qui sauve de peu l'armée du Midland lors d'une bataille. Le roi, reconnaissant envers Griffiths, le fait donc chevalier et lui attribue le titre de vicomte. Ce fait d'armes est le premier grand pas de Griffiths vers son rêve. Seulement, ce n'est que le début de l'ascension pour la troupe du Faucon qui feront face à un problème de taille. Lors de la prise d'une forteresse ennemie, un messager vient informer Griffiths que toute une troupe a été décimée par un guerrier seul. Judo pense alors à la rumeur qu'il a entendue, comme quoi Zod l'immortel, un boucher des champs de bataille, aurait rejoint l'empire ennemi. Malgré le danger, Guts, ne voyant pas ses hommes revenir, ne peut rester les bras croisés et part dans l'antre gardé par Zod. Dans les couloirs, des dizaines de cadavres jonchent le sol complètement écrabouillés. Quand Guts lève la tête, il fait alors face à Zod, qui ressemble plus à une bête qu'à un homme. Notre héros lance donc l'assaut sur Zod qui le repousse d'un simple coup d'épée. La force brute de la bête est telle que Guts ne peut que parer l'offensive. Sauf qu'à ce rythme effréné, il ne tiendra pas longtemps. Guts décide donc de tenter le tout pour le tout, dans un assaut avec lequel il parvient à blesser la créature. Seulement Zod, face à ce coup d'éclat, révèle sa véritable apparence qui est tout sauf humaine. Face à ce monstre à la force démoniaque, même Guts ne peut ressentir en lui qu'un sentiment de terreur. D'un coup de patte, Guts voltige dans les piliers de roche. Tout semble alors fini quand Zod saisit Guts et s'apprête à l'achever. Quand soudain, une salve de flèches se plante dans le dos de la bête. Griffiths et la troupe du Faucon sont venus à son secours. Malheureusement, ce ne sont pas de simples flèches qui stopperont Zod, qui avec sa force démoniaque fait un véritable carnage. Griffiths venant relever Guts, fait alors lui aussi face à la bête qui les charge. Ayant un éclair de génie, les deux amis mènent un assaut coordonné qui parvient à blesser Zod. Mais d'un revers de main, celui-ci projette Griffiths contre un pilier, lui faisant perdre connaissance. S'apprêtant à en finir avec le chef de la troupe du Faucon, Zod le saisit quand, tout à coup, il voit sa béélite. Le monstre est alors complètement surpris, mentionnant le nom des God Hand. Contre toute attente, Zod brise le plafond pour déployer ses ailes, mettant en garde Guts, lui disant ceci. Permets-moi de te donner un conseil qui risque de changer ta vie. Tu sembles tenir beaucoup à ton compagnon d'armes, mais si tu penses que l'amitié qui existe entre vous est indéfectible,
Alors reste bien sur tes gardes. Il déborde d'ambition, mais quand celle-ci se verra contrariée, alors l'heure de ta mort aura définitivement sonné et tu ne pourras pas échapper à ce funeste destin. Le démon prend donc son envol, disparaissant dans un terrible orage. Casca est alors en colère contre Guts, car ce n'est pas la première fois que Griffiths risque sa vie pour lui à cause de sa témérité. Chose qui était impensable à l'époque. Bien qu'avec de lourdes pertes, la troupe du Faucon remporte tout de même une nouvelle victoire, rendant Griffiths de plus en plus populaire auprès de la bourgeoisie du Midland. Seulement, cette popularité grandissante n'est pas vue d'un bon œil par tous, notamment par le frère du roi, le général Julius, qui fomente un assassinat contre Griffiths lors de la grande chasse automnale. Le soir venu, Guts est pensif face aux agissements de Griffiths, qui n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour le sauver de Zod. Notre héros pense donc avoir trouvé sa voie. Il compte entièrement dédier son épée à Griffiths. Le jour de la grande chasse est arrivé et Griffiths, lors de cet événement, commence à sympathiser avec la princesse Charlotte qui est la fille unique du roi. Tout à coup, un sanglier surgit des fourrés, faisant paniquer le cheval de la princesse qui part à toute allure. Griffiths, en grand prince, vient alors la secourir et calmer son cheval. Mais s'étant isolé du reste du groupe, il devient la cible idéale pour un assassinat. Un des hommes de Julius décoche alors une flèche empoisonnée qui parvient à atteindre Griffiths, le faisant s'écrouler sur le sol. Mais par une chance inouïe, la pointe de la flèche a été bloquée par sa béélite, ne lui laissant même pas une égratignure. Griffiths, indemne, pose alors un regard perçant sur Julius, persuadé qu'il est l'instigateur de cette attaque. À la nuit tombée, Griffiths convoque Guts dans ses appartements pour lui donner une mission spéciale dont ils seront les seuls au courant. L'assassinat du général Julius, le frère du roi. Parcourant les toits du Midland encapuchonné, Guts repère sa cible qui entraîne son fils à l'épée. Ce qui n'est pas sans lui rappeler sa relation avec Gambino. Une fois ses esprits retrouvés et Julius isolé, Guts pénètre comme une ombre dans son salon et d'un coup net porte un coup mortel à Julius qui s'effondre au sol. Sauf que par malchance, quelqu'un rentre au même moment dans la pièce. Guts réagit donc en un éclair et élimine brutalement le témoin qui n'est autre que le fils de Julius. En réalisant ce qu'il vient de faire, Guts est troublé, car en tuant un enfant innocent, il a aussi tué celui qu'il était autrefois. Cependant, la garde du manoir débarque et Guts n'a d'autre choix que de prendre la fuite en se créant un passage avec son épée. Guts a perdu beaucoup de sang et malgré son état, il rejoint tant bien que mal la troupe du Faucon qui lui indique la position de Griffiths. En arrivant près du palais exténué, il voit alors Griffiths en pleine discussion avec la princesse Charlotte, parlant de ses rêves et déclarant ceci. Tous mes amis sont des personnes admirables. Ils m'apportent une aide précieuse, indispensable même, afin qu'un jour je puisse réaliser mon rêve. Cependant, ami n'est peut-être pas le bon terme. Car, à vrai dire, pour moi, un véritable ami, c'est avant tout quelqu'un qui poursuit ses rêves. Qui est déterminé à les réaliser. Rien au monde ne doit pouvoir affaiblir sa volonté. Tant elle est inflexible, il est impossible d'arrêter sa progression. Et quel que soit l'obstacle dressé sur son chemin, il est capable de parvenir à le franchir. Même si c'est moi qui incarne cet obstacle, voilà pour moi ce qu'est un ami. Et pour résumer tout cela simplement, je dirais qu'un ami véritable, c'est quelqu'un comme moi. Guts se reconnaissant dans ses paroles, n'ayant ni rêve personnel, ni raison de vivre, il se rend compte qu'il ne pourra jamais être l'égal de Griffiths, et donc ne pourra jamais devenir son véritable ami. Cette relation n'étant qu'à sens unique depuis le début, pour la première fois, Guts remet en question sa dévotion pour Griffiths. Quoi qu'il en soit, la fin de la guerre approche et une grande opération militaire a lieu contre Tudor. Guts vide alors son esprit sur le champ de bataille en éviscérant des dizaines de soldats. Malheureusement, Casca se retrouve face au chef de troupe adverse, sauf qu'elle n'est pas dans sa forme habituelle et se retrouve en difficulté. Guts intervient alors pour la protéger et met une raclée au chef de troupe. Seulement, Casca en proie à une terrible fièvre, perd connaissance l'espace d'un instant et trébuche dans un ravin. Guts saute alors pour la sauver, les deux tombant dans une rivière gelée. Bien que la chute fût grande, ils s'en sortent presque indemnes. Mais Casca, toujours fiévreuse, tremble de froid. Notre héros l'emmène alors dans une cavité à l'abri des regards ennemis et la réchauffe tout comme elle l'avait fait avec lui à leur rencontre. Casca, inconsciente, revoit alors les passages marquants de son enfance. Fille de pauvres paysans, sa famille vivait dans la famine
mine. Mais un jour, quand un riche noble la remarqua, Casca fut vendu par son père et emmené avec ce noble. Mais bien évidemment, celui-ci n'était pas doté de bonnes intentions et tente d'abuser de Casca qui n'était encore qu'une enfant. C'est alors que Griffiths fit son apparition et donna à Casca le choix de saisir son destin. Celle-ci porte alors un coup d'épée tuant son agresseur, voyant Griffiths comme un héros de conte venu à sa rescousse. Depuis ce jour, elle décide de toujours se tenir à ses côtés et combattre pour lui. À son réveil, Casca, toujours affaiblie, comprend que Guts l'a sauvée, mais elle ne peut lui pardonner, car depuis son arrivée à la troupe du Faucon, Griffiths a changé et n'hésite pas à mettre son calme et son sang-froid de côté quand il s'agit de Guts, quitte à envoyer des troupes à la mort, chose qui était impensable avant. L'image du Griffiths impassible et au-dessus de tout par sa grandeur commence à s'effriter. Mais la discussion tourne court quand une troupe de soldats de Tudor sont à leur recherche. Les deux prennent alors la fuite, mais Casca, toujours malade, a du mal à tenir le rythme. Les troupes ennemies parviennent alors à les rattraper, puis à les encercler. Guts et Casca se retrouvent donc seuls contre une centaine d'ennemis. Un combat perdu d'avance commence alors. Malgré le surnombre, la force de Guts détruit plusieurs ennemis d'un coup de lame. Quant à Casca, elle parvient à éliminer plusieurs soldats bien que son état ne se soit pas amélioré. Jusqu'à ce qu'une salve de flèches lui soit envoyée. Guts, en voulant la protéger, absorbe alors une partie de l'attaque et lui demande donc de prendre la fuite. Hésitant au début, Casca se rend compte qu'elle gêne Guts plus qu'autre chose et finit par fuir bien que toujours poursuivi par quelques soldats. Guts se retrouve alors seul face à 100 guerriers qu'il retient péniblement au fil de sa lame. Bien qu'ayant une puissance hors du commun, les carreaux d'arbalète finissent salement par amocher notre héros. Mais tout comme quand il s'est retrouvé attaqué par des loups étant enfant, son instinct de survie lui interdit de mourir. Guts se bat alors comme un acharné, jusqu'à inspirer la peur à ses ennemis, voyant leurs compagnons voler en un éclat de chair. Seulement, Guts pourra-t-il tenir seul jusqu'à l'arrivée des renforts? Rien n'est moins sûr quand Casca de son côté finit tout de même rattrapé par l'ennemi. Mais au moment fatidique, la troupe du Faucon apparaît et élimine les menaces. Casca les amène donc le plus rapidement possible où elle a laissé Guts. Une fois sur les lieux, la forêt s'est transformée en une fosse commune, où les feuilles ont laissé place aux viscères répandus sur le sol. Seul, adossé contre un arbre la tête baissée, Guts est inconscient. Casca court alors vers lui et tente de le réveiller mais pas de réponse. C'est seulement quand elle le secoue que notre héros réagit et lui demande d'arrêter car ça rouvre ses blessures. Guts est toujours en vie et cet exploit façonnera une nouvelle légende. Celle de Guts, le tueur de 100 hommes. Le soir de cet exploit, Judo offre à Casca de la poudre elfique qui permet de soulager les blessures. Celle-ci se rend donc sur une colline où se trouve Guts pour lui appliquer le remède. Notre héros, d'un air mélancolique, explique alors que les membres de la troupe du Faucon ont tous des rêves qui sont comme un feu relié à la réussite de Griffiths. Feu qu'il réunit en un grand brasier pour son rêve. Guts pense alors qu'il est juste venu se réchauffer auprès de ces flammes sans jamais vraiment en faire partie. N'ayant ni objectif ni rêve, Guts ne croit qu'en une seule chose, son épée. Peut-être que pour devenir l'égal et l'ami de Griffiths, il devra s'éloigner de ce feu et suivre sa propre voie. Lors d'un conseil de guerre, l'armée du Midland proche de la victoire s'apprête à mettre fin au conflit contre Tudor qui dure depuis plus de 100 ans. Seulement pour mettre fin à cette guerre, il faut absolument reprendre la forteresse de Dordré, le dernier bastion de Tudor réputé imprenable. Le roi ayant une confiance absolue en la troupe du Faucon qui demeure invaincue, demande donc à Griffiths de réaliser cet exploit. Le jour de la bataille finale, bien qu'en infériorité numérique, Griffiths a bien un plan en tête pour saisir cette forteresse. Il lance donc l'assaut aux côtés de Guts et à deux ils parviennent à faire une percée chez l'ennemi avant de battre en retraite. Le noble de Tudor qui dirige les troupes semble alors étrangement connaître Griffiths et met un point d'honneur à ce qu'il soit capturé en vie, déployant même tous les hommes à sa poursuite, quitte à réquisitionner la garde de la forteresse. En lançant leur contre-attaque, l'armée de Tudor crée un gigantesque écran de fumée causé par le galopement des chevaux. Le gros de la troupe du Faucon combat donc l'ennemi de face pendant que le bataillon de Casca s'infiltre dans la forteresse. En première ligne, Guts dispute un duel contre Boscone, le général ennemi. Les deux guerriers combattent au coude à coude et s'échangent alors de puissants coups lors d'un feu d'artifice d'acier trempé. Mais Guts, en utilisant un étendard pour bloquer la vue de Boscone, se déplace légèrement et parvient à esquiver sa lame de justesse, avant de lui trancher la nuque d'un coup net. Du côté de Casca, elle se venge des soldats ennemis et parvient à saisir la forteresse.
Leur général tué et d'ordre reprise, les soldats de Tudor ayant perdu la bataille prennent donc la fuite. Le noble ayant tant voulu Griffiths se retrouve alors au sol face à son ancien amant. En effet, par le passé, pour pouvoir entretenir la troupe du Faucon, Griffiths a dû jouer de ses charmes auprès des nobles afin de pouvoir continuer son rêve. Mais même aujourd'hui, face à cet homme, il n'a aucune animosité, car ce n'était qu'une étape de plus pour arriver là où il en est. Griffiths met donc fin à cette guerre centenaire et à son passé en tuant le noble. La troupe du Faucon vient de mettre fin au conflit entre Midland et Tudor en quelques années, prouvant encore une fois le génie militaire de Griffiths. À leur retour dans la capitale, la troupe du Faucon est accueillie en héros en ayant apporté la paix au royaume du Midland. Le roi promet donc de faire chevalier tous les mercenaires de la troupe. Griffiths, ayant de nouveau pris en prestige, semble de plus en plus conquérir le cœur de la princesse Charlotte avec laquelle il dansera lors du bal de victoire. De son côté, Guts fait part à Judo de son envie de quitter la troupe, bien que celui-ci lui indique que Casca est amoureuse de lui. Cependant, il est persuadé que celle-ci désire véritablement Griffiths. De toute façon, sa décision est prise. Guts quitte la troupe du Faucon. Ayant appris la nouvelle, Casca et les autres se sont alors réunis avant son départ pour le faire changer d'avis. Mais rien n'y fait. Bien qu'il ait trouvé une famille au sein de la troupe, il doit avancer seul pour trouver lui aussi son propre rêve. Mais de tout ce présent, un était plus que décidé à ne pas le laisser partir. Griffiths. A l'origine, si Guts a été enrôlé dans la troupe du Faucon, c'est parce qu'il a perdu à l'épée. S'il veut regagner sa liberté, ce sera donc aussi par l'épée. Telle est la voie du mercenaire. Griffiths le provoque donc dans un duel, chose qui bouleverse Casca, ne voulant voir aucun des deux blessé. Mais rien n'y fait. Ce combat est inévitable. Maintenant! Guts a gagné unilatéralement et part donc sans se retourner vers sa nouvelle vie solitaire. Griffiths à genoux est brisé, car en plus de subir pour la première fois une défaite écrasante, il vient de perdre son meilleur ami, mais aussi son plus fidèle allié, celui pour qui il pouvait risquer sa vie. Et c'est après cet événement que la chance de la troupe du Faucon, à qui tout réussissait jusque-là, allait basculer. Le soir du départ de Guts, sous une pluie torrentielle, Griffiths, qui a le regard livide, part rejoindre en secret les appartements de la princesse Charlotte. Celle-ci, plus qu'heureuse de le revoir, lui fait savoir combien elle a pensé à lui tout ce temps. Sur ces paroles, Griffiths l'embrasse alors et entame avec la princesse une relation charnelle qui durera toute la nuit. Une nuit où malgré ça, Griffiths n'eut cesse de penser au départ de Guts, le faisant complètement détourner de son ambition. Malheureusement, une des servantes de la princesse ayant aperçu leurs ébats par le trou de la serrure a prévenu le roi, ce qui vaudra à Griffiths au petit matin d'être saisi par la garde royale et emprisonné. Dans une salle de torture, Griffiths est fouetté par le roi lui-même, revêtant sur son visage une irrépressible colère. Le chef de la troupe du Faucon devine alors que si le roi n'a jamais marié sa fille par stratégie malgré une guerre interminable contre Tudor, c'était probablement dans le seul but de la garder pour lui. Ces paroles sonnant comme une cruelle vérité, le roi fait pleuvoir les coups de plus belle jusqu'à ce que le sort de Griffiths soit confié au bourreau, avec pour unique ordre de le garder en vie. La longue descente aux enfers de Griffiths venait de commencer. Du côté de la troupe du Faucon, ils ont été appelés d'urgence pour faire des exercices d'entraînement sans leur équipement, ce qui n'est évidemment qu'un piège de la part du roi qui a ordonné qu'on les élimine. La troupe du Faucon, totalement désarmée, est alors décimée par l'armée royale qui les a encerclés. Casca prend alors le commandement en urgence et parvient à briser les lignes adverses afin de fuir avec le reste de la troupe encore en vie. Un an s'est écoulé depuis le départ de Guts, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ont bien changé. Griffiths, toujours enfermé, n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Son corps mutilé de toutes parts, causé par différentes tortures. Il ne peut que voir son rêve lui échapper des mains, tapi dans les ténèbres. Quant à la troupe du Faucon, seule une poignée des plus fidèles mercenaires y demeure toujours, à présent menée par Casca, qui est à bout de force, fatigué de fuir l'armée du roi. Et justement,
Leur campement est à peine établi que des soldats du roi lancent l'assaut en pleine nuit. Casca est alors confrontée à un étrange guerrier, utilisant des techniques de combat venues d'ailleurs. Rapidement, elle se retrouve sous le joug de son adversaire qui possède une dextérité sans pareille. Quand soudain, une frappe vient propulser l'assaillant à toute vitesse dans le décor. Guts est de retour. Avec sa force et son expérience du combat, il arrive à mettre en déroute la troupe ennemie et son étrange général qui doivent battre en retraite. Le retour de Guts est synonyme d'espoir et de renaissance pour la troupe du Faucon, d'autant plus qu'ils savent à présent où est détenu Griffiths par l'intermédiaire d'un espion au sein du Midland. Casca souhaite alors parler à Guts en privé. Celle qui était devenue générale de la troupe par la force des choses n'en peut plus et reproche à Guts son départ qui a causé la chute de Griffiths. Car depuis leur rencontre, Guts a toujours été la seule personne que Griffiths désirait et qui pouvait se tenir à ses côtés. Guts était devenu un pilier, un frère d'armes et un ami sur lequel il pouvait compter. Guts était devenu tellement indispensable pour lui que Griffiths a fini par s'affaiblir, incapable de poursuivre son rêve sans lui. Notre héros prend alors conscience que Griffiths n'était pas aussi infaillible qu'il le laissait croire. Casca, exténuée des batailles, se laisse alors tomber de la falaise avant que Guts ne la rattrape. Celle-ci dévoile alors ses sentiments pour lui. Guts l'embrasse donc et les deux finissent par s'enlacer. Mais pendant l'acte, les traumatismes de Guts refont surface et s'emparent de son esprit, avec Donovan qui avait abusé de lui et la mort de Gambino. C'est les mains complètement serrées contre le cou de Casca que Guts revient à la réalité et craque. Il révèle n'avoir jamais voulu tuer Gambino qu'il considérait comme son père. Et malgré tous les soldats qu'il a tués sur les champs de bataille, ce souvenir le hante encore. Contre toute attente, Casca l'enlace à nouveau et les deux se promettent de soigner leurs blessures ensemble. Ce moment de calme et d'amour fut de courte durée, quand Guts sent une étrange présence. Il prend alors son épée pour défendre Casca qui est toujours endormi, mais se retrouve face à un mystérieux chevalier squelette. Celui-ci annonce à notre héros que les rouages du destin sont déjà en marche, et que bientôt un vent funeste s'abattra sur lui, ne lui laissant comme seul moyen pour lutter contre la mort, la rébellion. Sur ces paroles, le cavalier squelette disparaît. Et ce n'est que quelques jours après cette étrange apparition que l'opération de sauvetage de Griffiths commence. En empruntant un réseau de tunnels souterrains cachés, Guts, Casca, Judo et Pipin arrivent à pénétrer dans la capitale. Nos héros font alors la rencontre de l'espion qui les a guidés jusqu'ici, qui n'est autre que la princesse Charlotte, qui est toujours amoureuse de Griffiths et cherche à le sauver. En sombrant dans les profondeurs du royaume, nos héros arpentent un gigantesque escalier donnant le tournis, offrant la vue sur une cavité insondable. Et si ce lieu est connu uniquement de la royauté, c'est pour une bonne raison. Car il y a bien longtemps, à l'époque des Grandes Guerres, un homme est apparu mettant fin à celle-ci en unifiant tout le continent en un empire. Le nom de ce guerrier pacificateur est Gaiseric le Conquérant, reconnaissable par son masque en forme de crâne. La légende raconte que sa soif de pouvoir était telle qu'il aurait offensé Dieu lui-même qui envoya 5 anges détruire sa capitale. Les ruines de cette cité perdue se trouvent encore aujourd'hui au fond de ce trou béant, où les victimes de ce massacre portent encore les stigmates sur leurs squelettes. Vous l'aurez peut-être compris, mais l'étrange chevalier squelette ayant mis en garde Guts dans la forêt n'est autre que Gaiseric, l'empereur maudit de ces terres. Quoi qu'il en soit, nos héros sont enfin arrivés jusqu'à la cellule de Griffiths. Mais le leader charismatique qu'ils avaient connu est méconnaissable. Sa peau est en lambeaux, ses ongles arrachés et ses tendons coupés. Tout comme un animal, il ne peut plus prononcer un mot de par sa langue coupée. La vue de ce terrible spectacle paralyse Casca et plonge Guts dans un tourbillon de colère et de tristesse, arrachant pour la première fois depuis longtemps des larmes à notre héros. Soudain, la porte de la geôle se referme sur la troupe, le bourreau les ayant enfermés à clé, se glorifiant de ses actes sur Griffiths. C'en est trop pour Guts. En un éclair, il transperce le bourreau à travers la porte et le fait glisser le long de son épée jusque dans les abysses. Malheureusement, les soldats du roi sont arrivés et bloquent la sortie. Mais Guts, pris d'une colère destructrice, ne peut se résoudre à fuir et se fraye un chemin en découpant chaque soldat avec brutalité. Nos héros parviennent donc à revenir à la surface et à prendre la fuite avec Griffiths. Mais le roi, ne l'entendant pas de cette oreille, envoie ses troupes à leur poursuite. Guts réussit tant bien que mal à repousser les soldats du chariot de Griffiths, bien qu'ils ne tiennent pas longtemps ainsi. Par chance, la troupe du Faucon, menée par Carcus en l'absence de Casca, arrive au moment fatidique et parvient à éliminer leurs poursuivants.
Griffiths est définitivement sauvé. Les soldats de la troupe du Faucon, enivrés par le retour de Guts et Griffiths, pensent alors pouvoir renaître de leurs cendres et reconquérir richesse et gloire. Sauf que la réalité est bien plus cruelle. Avec ses tendons coupés, Griffiths ne pourra plus jamais se tenir debout, et encore moins brandir une épée. Quant à Guts, il compte poursuivre sa propre quête et non retourner dans la troupe, n'étant venu à l'origine que pour sauver Griffiths. Cette révélation brise les rêves et espoirs des soldats qui ont tout enduré pendant un an en espérant le retour de leur leader. Casca, qui voulait accompagner Guts dans son voyage après cette mission, ne peut finalement pas se résigner à abandonner Griffiths dans cet état. Guts prend alors lui aussi la décision de rester au sein de la troupe, ne souhaitant pas faire la même erreur que la dernière fois, c'est-à-dire partir sans elle. Toutefois, Casca ne souhaite pas devenir un poids pour lui et le pousse donc à partir poursuivre sa quête pour devenir l'égal de Griffiths. Cependant, la décision de Guts est prise, il va rester avec la troupe. Celui qui fut autrefois le chef de la troupe du Faucon, en entendant cette conversation, réalise qu'il est devenu un poids ayant tout perdu. À présent, même l'amour de Casca et la ferveur de ses soldats sont dédiés à Guts. Pour autant, Griffiths ne renonce pas à son rêve et tente de le poursuivre une ultime fois. En dévalant la pente à toute vitesse coûte que coûte et tenant les rênes de ses chevaux dans sa bouche, Griffiths s'accroche au dernier mirage menant à son idéal. Seulement quelques malheureux cailloux sur sa route font s'effondrer la chariote, le propulsant dans une mare vaseuse. Le corps et l'esprit totalement brisés, Griffiths réalise que son rêve d'avoir un pays n'est plus qu'un lointain souvenir. Celui qui fut autrefois si flamboyant et à qui tout réussissait, voyant sa carcasse décharnée dans le reflet de l'eau et son rêve à présent irréalisable, préfère alors se donner la mort plutôt que de renoncer à ses ambitions. Mais, ironie du sort, même ça, il est incapable de le mener à bien. Griffiths, plongé dans un désespoir absolu, aperçoit alors la béélite rouge qu'on lui avait dérobée tapie au fond de l'eau. En la tenant entre ses mains, il vit donc l'ultime espoir de réaliser son rêve. Pendant que Guts et le reste de la troupe sont en train de courir pour lui venir en aide, la lune s'aligne exactement avec le soleil, laissant planer une ombre en ces lieux. En son fort intérieur, Griffiths crie à Guts de ne pas s'approcher, mais il est trop tard. L'éclipse a déjà commencé. La troupe du Faucon se retrouve à présent en train de galoper sur d'immenses visages démoniaques. Et de plus en plus de démons font leur apparition jusqu'à ce que les 4 God Hands se matérialisent. Des êtres quasi divins œuvrant pour la causalité, destin de toutes choses. S'ils sont apparus, c'est parce que Griffiths les a convoqués, car depuis le jour où il a reçu sa béélite, il était destiné à devenir l'un des leurs. Un immense pylône de corps emporte alors Griffiths dans le ciel jusqu'à leur côté. Plongé au plus profond de son âme, Griffiths repense à tous ceux qui sont morts par sa faute en voulant l'aider à réaliser son rêve. Car depuis le début de son ascension, il n'a eu de cesse d'entasser les cadavres pour tenter d'atteindre son objectif. Mais s'il ne continue pas, tout ça n'aura servi à rien et toutes ces morts auront été inutiles. Une seule personne a réussi à lui faire oublier son rêve en cours de chemin. Et cette personne, c'est Guts. Renouant avec ses ambitions, Griffiths d'un air nostalgique est prêt pour l'ultime sacrifice. Il prononce donc ces mots. La main de Dieu se referme alors sur lui devant un Guts incapable de le rejoindre. Une marque s'imprègne ensuite dans chaque membre de la troupe du Faucon. Griffiths les a condamnés à une mort atroce pour poursuivre son rêve. Ceux qui étaient sa famille sont alors donnés en offrande aux démons pour qu'avec leur sang versé, Griffiths puisse renaître en God Hand. Un véritable massacre a alors lieu, la troupe se faisant déchiqueter de toutes parts. Casca, incapable de réagir dans ce chaos, manque de se faire dévorer avant d'être sauvé de justesse par Pipin. Judo prend alors le relais et emmène Casca avec lui car elle est le dernier espoir de la troupe du Faucon. Dans sa fuite, elle observe donc la silhouette de Pipin disparaissant petit à petit sous les êtres démoniaques.
De plus, la cavale de judo ne sera que de courte durée face à tous les démons présents. Celui-ci donnera tout ce qu'il a pour protéger Casca, mais finit par être transpercé de toutes parts. Casca parvient à vaincre le démon, mais il est trop tard pour Judo, qui est mortellement blessé, voué à donner son dernier souffle. Carcus, quant à lui, voit son escouade décimée dans cet enfer avant de trouver refuge auprès d'une femme qui apparaît comme un mirage au milieu du désert. Celui-ci vient d'être pris au piège par une succube qui le dévore. De son côté, Guts essaie de toutes ses forces de rejoindre Griffiths, mais il est interrompu par une horde de démons. Et malgré sa force, il se retrouve projeté tout en bas, plongé dans une mare de sang. Il constate alors l'horreur. Tous ses compagnons ont été massacrés et déchiquetés, et les seuls visages encore reconnaissables sont figés dans une expression de terreur. Guts a une lueur d'espoir en voyant Pipin debout, mais celui-ci se retrouve dévoré brutalement par une larve géante. Seul et sans espoir, notre héros se retrouve encerclé par des centaines de démons, quand soudain, l'éveil du 5e God End est achevé. Griffiths vient de disparaître pour laisser place à Femto. Celui-ci déploie donc ses immenses ailes noires pour rejoindre Guts en contrebas. Il le regarde alors droit dans les yeux et d'un simple mouvement de bras, les démons lui livrent Casca entièrement dévêtue. Femto commence alors petit à petit à la toucher alors qu'elle est inconsciente. Guts fonce pour l'arrêter avant qu'un démon lui avale le bras pour l'immobiliser. Il assiste alors à l'impardonnable devant ses yeux, se débattant comme un fou pour se libérer. Ne pouvant supporter la vue de cette scène, Guts arrache lui-même le bras et court sur Femto avant d'être stoppé par l'unique pression de son regard, comme une force invisible. Mais la colère et la détermination de Guts est telle qu'il arrive à bouger sa lame vers Femto, du moins jusqu'à ce qu'il soit propulsé dans les airs avant d'être maintenu contre le sol par les démons. Guts ne peut que regarder l'horreur en versant des larmes de rage et de haine. Les griffes du démon le maintenant en lui crevant un œil. Les créatures infernales exaltent alors de joie face à ce spectacle, quand tout à coup, le rouge pourpre de l'éclipse se fissure avant de se briser complètement, laissant apparaître le chevalier squelette galopant à toute allure et tranchant tous les démons sur son passage. Femto tente de l'atteindre avec ses pouvoirs, mais sa vitesse est telle qu'il parvient à esquiver sans problème l'attaque, et récupère en un instant Guts et Casca sur son funeste destrier avant de prendre la fuite. À l'extérieur, seul, un gigantesque cyclone ténébreux demeure devant le jeune Rickert, qui devait rejoindre la troupe après le sauvetage de Griffiths. Il voit alors apparaître devant lui le chevalier squelette portant Guts et Casca gravement blessés. À la suite de ce bain de sang ayant donné naissance à un nouvel ange, le monde plongea dans ce que les Goden appellent l'ère des ténèbres. Après 4 jours de coma, Guts se réveille en sursaut comme sortant d'un mauvais rêve. Rickert arrive alors à son chevet avec la petite Erika et lui demande ce qu'il s'est passé. Se remémorant l'enfer, Guts s'inquiète d'un coup pour Casca, mais heureusement, celle-ci est toujours en vie, profitant du ruissellement d'une cascade. Notre héros se rapproche alors d'elle, qui est à présent tout ce qui lui reste, et demeure son seul espoir d'une vie heureuse après tout ce qu'il s'est passé. Cependant, quand il essaie de mettre sa main sur son épaule, réjoui qu'elle soit encore en vie, Casca panique et refuse qu'on la touche, partant se réfugier dans les jupons d'Erika. La vaillante guerrière que Guts a connue n'est plus. Après le traumatisme de l'éclipse, Casca a perdu la mémoire et l'usage de la parole, ne reconnaissant plus personne. Guts, qui vient une nouvelle fois de voir ses espoirs s'envoler, ne peut que courir jusqu'à bout de souffle, se remémorant tous les bons moments passés avec ses compagnons. Le soir venu, allongé sur le sol, Femto accaparant son esprit, Guts sent soudain une douleur au niveau de sa nuque. La marque qu'il avait reçue lors de l'éclipse vient de s'activer à nouveau, laissant apparaître plusieurs esprits démoniaques en ayant après lui. Le chevalier squelette sort alors de la brume, prévenant notre héros que sa marque du sacrifié attirera les forces occultes jusqu'à sa mort puisqu'il leur a été offert en sacrifice. Là où beaucoup de personnes auraient sombré dans le désespoir et auraient accepté leur sort, Guts, lui, combat les esprits comme un acharné. Il est plus déterminé que jamais à vivre et à traquer les démons jusqu'au dernier, jurant de tous les éliminer. Quand soudain, les esprits se retirent attirés par une autre marque, celle de Casca. Le chevalier squelette fait alors monter Guts sur son destrier et part pour la rejoindre. Étrangement, une fois sur place, les esprits ne veulent aucun mal à Casca. Celles-ci sont alors une douleur et se cramponnent à Guts, jusqu'à ce qu'un embryon démoniaque sorte de son corps. En le voyant, Guts tente de l'écraser, mais contre toute attente, Casca le protège. Et cela car c'est son enfant, la trace que Femto a laissée en elle. Le voyant comme un enfant maudit, Guts le saisit de force et tente de le tuer, avant que le soleil illumine la plaine et fasse disparaître
disparaître l'enfant. Le chevalier squelette prévient alors Guts que celui-ci n'a pas disparu, mais s'est juste caché. Et que même s'il a été marqué par le démon, cet enfant est aussi le sien. Sur ces paroles, le funeste cavalier disparaît à nouveau. Plusieurs mois ont passé depuis, et Guts a guéri de ses blessures. Toutefois, sa relation avec Casca ne s'est pas améliorée, celle-ci refusant toujours de l'approcher. Godot, le père d'Erika et le forgeron qui l'a accueilli, façonnent alors un équipement de guerre pour notre héros pour son nouvel objectif, la traque aux démons. À présent muni d'une épaisse armure et d'un bras mécanique contenant un canon, Guts est fin prêt pour sa quête vengeresse. Le jour de son départ, un démon attiré par la marque fait son apparition dans leur refuge. Guts, en le voyant, fait donc taire la peur qui grandit en lui en la camouflant sous des pulsions meurtrières. C'est avec un visage empli de haine qu'il découpe le démon en deux avec une titanesque épée, la Dragon Slayer. Comme son nom l'indique, cette épée forgée par Godot a été initialement créée dans l'objectif de tuer des dragons. Mais sa taille est telle que personne ne pouvait la manier, du moins jusqu'à aujourd'hui. Laissant derrière lui Casca aux soins de Godot, Ricat et Erika, Guts part d'un pas déterminé, guidé par la seule chose qui le fait encore avancer dans ce monde, la traque et l'extermination des démons. C'est la fin de cette première partie sur le résumé complet de Berserk. Si le projet vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires car il y aura au moins 3 autres vidéos pour couvrir la suite. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait car ça m'encourage énormément. Et on se dit à bientôt pour la suite des aventures de Guts.